Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Act Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinars sur les sujets d'innovation et de développement économique. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de reconduire une session de webinar organisée par la filière Carnot-Carnoto. Et aujourd'hui, il s'agit d'aborder le confort acoustique des véhicules, caractérisation des sources vibratoires. Donc, pour en débattre, deux intervenants vont nous rejoindre dans cette interface. Donc, le premier, c'est Younes Ait Awaj, qui est chargé de développement aux affaires scientifiques pour Carnot ESP. Et le deuxième, c'est Serge Puvillan, qui est responsable du pôle expérimentation et essai au CEVAA. Donc, nos deux intervenants sont là. Avant de leur donner la parole, je vais simplement vous donner quelques informations sur l'interface pour que vous puissiez vous y retrouver et interagir avec nous le plus efficacement possible. Donc, notamment, vous avez en haut à droite une série de boutons qui vont vous permettre de configurer la présentation PDF comme vous le souhaitez, c'est-à-dire l'agrandir ou la réduire en fonction de votre propre confort et ça ne va impacter que votre interface. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce bouton-là. Et puis, vous avez sur la gauche un outil qui va vous permettre d'interagir dans un chat. Et donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dès le démarrage. On va certainement plutôt les traiter en fin d'intervention, mais c'est intéressant de les avoir au fil de l'eau pour pouvoir aussi préparer les questions-réponses. Donc, je vais commencer une brève présentation de la filière Carnoto. Tout d'abord, les instituts Carnot, en fait, ce sont des structures de recherche publique qui prennent des engagements forts pour développer la recherche partenariale au bénéfice de l'innovation des entreprises, notamment des PME, des grands groupes et des acteurs socio-économiques. Donc, les instituts Carnot, en fait, c'est un label d'excellence décerné par l'ANR à 29 instituts Carnot en France, ainsi que 9 instituts tremplins, qui est une période probatoire. La filière Carnoto, c'est 9 instituts Carnot impliqués dans la filière automobile et mobilité. L'objectif étant de renforcer la compétitivité et l'attractivité des ETI, PME et TPE, en facilitant l'accès à l'innovation. Donc, en fait, nous avons 3 axes, ou plutôt 3 défis dans la filière Carnoto à relever. Donc, il y a le premier défi qui est la motorisation et les vecteurs énergétiques. Le second défi qui sont les matériaux et architecture. Et enfin, les TIC et la mobilité. Donc, vous retrouvez le logo des 9 instituts Carnot qui participent à la filière Carnoto. Donc ici, vous retrouvez un certain nombre, une des caractéristiques de Carnoto est de mettre à disposition un certain nombre d'experts, qui est un réseau très important d'experts, lié à un ensemble de thématiques sur lesquelles nous pouvons vous aider à accompagner vos projets. Donc vous retrouvez la vibroacoustique, qui est en lien avec le webinaire d'aujourd'hui, mais également le moteur thermique, la pile à combustible, l'électrification, les matériaux innovants, les machines tournantes, les capteurs intelligents, les véhicules autonomes et enfin les protocoles de communication. Ici, vous retrouvez au fait le maillage de l'ensemble des instituts Carnoto, qui, comme vous le voyez, a un fort ancrage régional. Donc, vous retrouvez des instituts tels que l'ESP, pour ne citer que celui-ci, qui est Institut Énergie Système de Propulsion. Donc, on est principalement un Carnot normand, donc basé à Rouen et des laboratoires également à Caen, mais également en région parisienne, dans l'Est de la France, dans le Sud-Est et dans le Sud-Ouest. Donc ici, vous retrouvez une offre adaptée donc aux TPE, PME et TI pour booster votre activité et renforcer la compétitivité. Nos atouts pour vous accompagner de l'idée au transfert industriel. Comme je vous l'ai dit, c'est un réseau d'experts donc issu de grands organismes de recherche publique en France et reconnu des acteurs de la filière automobile et mobilité. Une gamme de compétences scientifiques et de moyens disponibles, puisque ça représente plus de 50 plateformes technologiques qui sont complémentaires. Un large portefeuille de technologies matures et avancées, une vision des tendances, des évolutions marché et des ruptures technologiques à venir, une capacité à vous accompagner de l'idée au produit, et enfin un label scientifique reconnu Institut Carnot et reconnu par les financeurs. Je vais vous dire quelques mots sur l'Institut Carnot ESP, Énergie et Systèmes de Propulsion. Donc, c'est une structure à finalité industrielle labellisée Carnot depuis 2006. Un assemblage unique sur ces thématiques Carnot ESP intègre des laboratoires académiques et des centres de recherche technologique reconnus internationalement. Donc, l'Institut Carnot ESP intervient aux appuis des filières transport terrestre, aéronautique et spatiale et énergie, avec en 2017 plus de 13 millions de recettes partenariales avec les entreprises et un budget consolidé de plus de 42 millions.
Et enfin, toujours sur la partie ESP, donc, il propose une offre de partenariat pour une réponse technico-économique la plus pertinente possible au regard des objectifs des entreprises partenaires, notamment l'accès à ces plateformes technologiques parmi lesquelles vous retrouvez la plateforme fiabilité des systèmes qui offrent à l'aide d'importants moyens technologiques, vibromètre laser, peau vibrant, simulation, jusqu'à la possibilité de reproduire des conditions vie-série pour contrôler et évaluer les solutions embarquées afin d'améliorer la prestation et le confort acoustique vibratoire des systèmes transport, industrie, sport et habitat. Donc pour l'Institut Institut Carnot ESP, vous retrouvez un certain nombre de plateformes telles que la motorisation combustion interne, la mécanique et structure des matériaux, fiabilité des systèmes, comme je vous l'ai dit, simulation et diagnostic, qualité de l'air, véhicule MCI hybride électrique, compatibilité électromagnétique et enfin navigation autonome. Et enfin, vous retrouvez les coordonnées des personnes de l'Institut Carnot ESP, donc Nelson de Oliveira, délégué, directeur délégué, moi-même, Youn Saitawa, chargé de développement, et enfin Serge Fuvilan qui va vous présenter la partie technique de ce webinaire. Voilà, je passe la main à Serge. Aujourd'hui, une méthodologie qui permet de prendre en compte les sources vibratoires secondaires est plutôt adaptée pour l'industrie automobile, mais vous allez voir qu'on a fait également des applications dans d'autres secteurs de l'industrie. Alors, donc, je suis Serge Puvillan, je suis responsable du pôle expérimentation essai au sein du CEVA. Donc, en fait, on va réaliser un certain nombre de prestations pour le domaine de l'industrie, industrie automobile, mais pas que. On travaille également avec l'aéronautique, l'aérospatiale, le ferroviaire, le militaire et le sport et loisirs. Et donc, on peut répondre sur des prestations de type qu'on appelle type cahier des charges, c'est-à-dire en fait, vous avez une mesure très précise à réaliser. Vous nous envoyez un cahier des charges sur les différentes caractéristiques de l'essai que vous souhaitez et on le réalise. Mais on peut également intervenir sur des problématiques, des problématiques que vous allez avoir sur vos produits où vous n'avez pas forcément de solution et où on est capable de vous accompagner pour résoudre les problèmes. On intervient également sur des propositions de méthodologie qui peuvent s'inscrire sur des projets industriels. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vous présente une méthodologie que l'on a pensée au sein du CEVA et que l'on a développée avec l'Institut Carnot ESP. Donc, voilà le programme. Donc, d'abord, on va commencer par les prérequis parce que c'est important pour tout ce qui est propagation solidienne et pour comprendre la méthodologie d'avoir ces prérequis-là. Donc, je vais passer assez rapidement sur ce qu'il faut comprendre sur ces différents phénomènes. Ensuite, un contexte essentiellement automobile. Ensuite, je vais vous parler donc d'un programme collaboratif qui s'appelle TESA, donc qui a été mené par un certain nombre d'industriels et de centres techniques comme le nôtre. Et donc, on va balayer 3 points qui sont très importants, donc qui sont des briques technologiques de la méthodologie, qui sont donc le torseur équivalent. Ensuite, je vais vous parler des mesures d'effort sur banc bloqué. Et après, donc une norme qui permet de corriger les efforts. Donc, et c'est à partir de cette norme-là qu'on a pu développer la méthodologie. Donc, je vais vous présenter la méthodologie, une validation sur un cas numérique, et puis enfin une application dans le domaine aéronautique sur un siège, donc sur un siège business class qui a un certain nombre de cinématiques et qui embarque donc des moteurs électriques. Donc, contexte prérequis. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que le bruit qui va être généré par une source et qu'on va entendre au niveau du conducteur ou des passagers, il dépend d'un certain nombre de grandeurs et qui ne sont pas indépendantes entre elles. Donc d'abord, on a la force, on a l'effort qui va être généré par la source, et donc en fonction de la fréquence. Donc là, ça va dépendre du moteur, le moteur, quelle puissance il a, quel couple il a, et quelles sont les différentes harmoniques qui va générer et qui vont être transmises au niveau des pattes de fixation. Ensuite, on va avoir la raideur des pattes de fixation, qui est très importante. On va avoir la raideur des niveaux de points d'attache sur la structure, donc côté véhicule. Et enfin, on va avoir le transfert vibroacoustique du point d'attache de la source vers le point d'écoute. Et tous ces éléments-là sont couplés, peuvent potentiellement être couplés et dépendent de la fréquence. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la méthodologie, elle est basée sur un certain nombre de briques technologiques qui ont été développées au sein du projet collaboratif TESA et qui donc a été menée par un certain nombre de sociétés. Donc, je vais les citer: Vibratech, Pierre Burke qui développe des pompes, donc le CEVA bien sûr, le CETIM, Renault Trucks,
Renault, PSA, Sonorc, Valeo. On a le LOM également, Centrale Lyon et l'INSA de Lyon. Donc, pourquoi c'est un sujet d'actualité? Auparavant, on avait donc un moteur thermique qui en général générait un chargement acoustique assez élevé en basse et moyenne fréquence et qui avait l'avantage de masquer un petit peu tout ce qui se passait au niveau du véhicule. Donc il y a eu pas mal d'avancées techniques dans le domaine de l'acoustique, vous en avez tous rendu compte, avec le niveau acoustique dans les véhicules qui s'est abaissé ces 20 dernières années. Donc aujourd'hui, on arrive à un optimum où sur un véhicule moyenne gamme, on arrive à avoir un niveau de bruit qui est assez bas. Donc ce phénomène de masquage, forcément, va disparaître. D'autre part, on a également une électrification des véhicules, avec d'une part des véhicules hybrides qui vont fonctionner avec des phases électriques, où là, le chargement du moteur est complètement différent du chargement du moteur thermique. On va plutôt avoir du bruit en moyenne haute fréquence, et donc les basses fréquences sont beaucoup moins présentes, et donc on va avoir l'émergence de toutes ces sources secondaires que l'on n'avait pas auparavant. Donc on a moins de masquage, et donc on a une émergence de ces sources solidiennes. Donc là, je vais vous donner un exemple de toutes les sources que l'on peut avoir dans un véhicule. Donc en gros, on évalue à peu près à 120 kg la masse des équipements actifs dans un véhicule. C'est assez considérable. On peut avoir par exemple un bloc ABS, on peut avoir un GMV, un moteur électrique, un alternateur, ventilateur, un système d'essuyage, et il y en a plein d'autres. On a récemment sur les véhicules diesel des réservoirs d'urée avec des pompes à urée qui peuvent aussi générer du bruit, qui génèrent du bruit en plus sur des phases où le moteur ne tourne pas. Donc on a également le frein électrique de parking qui va donc se mettre en route quand le véhicule est arrêté. Donc ça, c'est des sources que l'on entend beaucoup dans le véhicule. Et d'autre part, on a également l'allègement des véhicules qui fait que on va rogner sur les épaisseurs d'acier, on va perdre en rigidité sur les zones de fixation. Et donc là, si on perd en rigidité sur les zones de fixation, forcément, on a plus de couplage avec la source et donc une participation qui est plus importante des sources vibratoires secondaires. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a pas mal de cas où on va avoir une source qui va être plateforme, qui est développée, qui est valide sur un véhicule, et puis on va développer un nouveau véhicule sur la même plateforme, et tout d'un coup, on se rend compte que la source n'est pas valide. Donc ça, pourquoi? Parce que les zones d'attache ont changé, la raideur d'accueil a changé, et donc on peut avoir une source qui va être bonne sur un véhicule et qui va être mauvaise sur une autre. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on a une complexité de la spécification, parce que quand on spécifie sur un organe, donc on fait le test sur l'organe seul et pas avec la structure d'accueil. Donc on va valider la source sur un banc d'essai qui a une raideur évidemment qui est différente de celle du véhicule. Et donc, tant qu'on n'aura pas les informations sur la structure d'accueil, on ne pourra pas prendre en compte ces couplages. Et donc, les fournisseurs, quand ils développent au moment de la conception numérique ces sources vibratoires, n'ont pas l'information de la raideur d'accueil, et donc dimensionnent ça par rapport à un banc qui est idéal et qui est infiniment raide. Donc maintenant, je vais passer aux différents cas d'études projet TESA qui ont servi à la méthodologie. Donc premièrement, c'est le torseur équivalent. Donc le torseur équivalent, c'est une méthodologie qui a été développée par Vibratech et en partenariat avec PSA. Et donc l'idée initiale, c'était donc de développer une méthodologie qui permette de prendre en compte les sources qui sont liées de manière surfacique à la structure d'accueil. Donc par exemple, on peut prendre le compresseur de clim. Le compresseur de clim, il va être directement plugué sur le moteur avec une surface de contact. Et donc là, les méthodologies qu'on a aujourd'hui pour caractériser les efforts de ces sources-là sont des méthodologies qui sont ponctuelles. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer avec un capteur d'effort les efforts aux interfaces, ou alors on peut mesurer par méthode inverse, donc ce qu'on appelle le TPA, Transfer Pass Analysis, les efforts aux interfaces. Mais quand la surface de contact est importante, ces méthodes-là ne fonctionnent pas. Donc l'idée, c'était de se dire, bon, on n'a pas de point, on n'a pas une liaison qui est ponctuelle, donc on va projeter un torseur d'effort au centre de gravité de la source, mais le point de projection peut être choisi. On va aller projeter les efforts et les moments condensés sur un point, et une fois qu'on aura cette information-là, on pourra injecter l'effort sur un modèle numérique. Voilà, donc c'est
c'est quelque chose qui a été développé au sein de Tesa et qui fonctionne assez bien. Donc vous allez voir par la suite qu'on l'a utilisé dans notre méthodologie. Attendez. J'ai loupé un slide. Oui, voilà. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc maintenant, je passe sur les mesures d'effort. Alors, comment on mesure les efforts sur une source? Donc là, par exemple, vous avez une image, donc vous avez la source qui est ici. Ici, vous voyez apparaître, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc ici, vous voyez apparaître la patte, donc la patte de fixation de la source. Ici, vous avez le plot de découplage. En dessous, vous avez une interface et le capteur d'effort. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a besoin d'avoir une interface assez volumineuse parce que on applique un couple très important sur le capteur d'effort pour avoir une bonne sensibilité dans le sens horizontal du capteur. Et la source, par contre, a besoin d'un couple beaucoup moins important parce qu'évidemment, on vient prendre en sandwich le plot de découplage. Donc, on est obligé d'utiliser ce genre d'interface pour mesurer les efforts d'une source. Donc là, vous avez une coupe du montage. Donc on peut également mesurer les efforts directement sur véhicule. Si jamais on a le volume suffisant pour intercaler le capteur, on est capable aussi de mesurer la source en fonctionnement. Donc on a réalisé des essais croisés entre différents laboratoires. Donc les laboratoires, c'est Vibratech, le CETIM, Valeo et l'INSA de Lyon. Donc on a partagé la même source vibratoire, la même méthodologie, et on a comparé nos résultats. Donc, premièrement, on a fait nos premiers essais croisés avec la configuration véhicule, c'est-à-dire avec des conduites qui sont quand même assez raides, vous les voyez, ça c'est des conduites noires en élastomère qui ont une raideur qui est assez importante, et les plots de découplage. Donc là, dans cette configuration-là, on a eu des essais croisés qui étaient assez mauvais, parce qu'en fait, on avait un court-circuit de l'effort via les conduites, et une charge statique était importante au niveau des plots de découplage, ce qui fait qu'on avait un essai qui n'était pas répétable. Donc dans l'état, on n'était pas capable de mesurer ce type de source de manière fiable entre laboratoires. Donc on a fait un deuxième step d'essai croisé, où là on a supprimé les plots de découplage, on a mesuré directement la pompe branchée directement sur la structure, et on a modifié les conduites, on a utilisé des conduites qui étaient beaucoup plus souples. Et donc là, vous avez les résultats du deuxième step, où donc vous voyez les écarts types qu'il y a entre les différents laboratoires. Donc vous avez 4 histogrammes. Le premier, c'est on touche pas à la source, on touche pas au montage, on fait une mesure, suivie d'une seconde, suivie d'une troisième, et là vous avez l'écart type dans un même laboratoire sans démontage. Ensuite, l'histogramme d'après, on a juste démonté la pompe et on l'a remontée. Le troisième, on a démonté intégralement tout le montage, c'est-à-dire tout ce que vous voyez là, les conduites, le réservoir, etc. Et on a tout remonté. Et enfin, en dernier, vous avez les écarts types entre laboratoires. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des harmoniques, donc là, vous avez les principales harmoniques générées par la source, et on regarde l'écart type qu'il y a sur le niveau des harmoniques. Et on voit que sur les harmoniques, on peut avoir des écarts types qui sont quand même assez importants. Ensuite, on a fait un deuxième comparatif qui est le niveau RMS, moyenné suivant les 9 DDL. Donc 9 DDL, pourquoi? Parce qu'on a 3 capteurs qui mesurent suivant 3 directions. Donc, ça fait 3 x 3, ça fait 9. Donc on a moyenné ces 9 valeurs et on a fait des plages de fréquences qui correspondent à peu près à différentes harmoniques. Là, on voit que dans ce cas-là, on a quand même des résultats qui sont beaucoup plus répétables. On est aux alentours de 10%, ce qui est bien plus acceptable. Et surtout sur la bande de fréquence qui est importante, donc de 20-500 Hz. Après, on voit que quand on monte à 1000 Hz, on est un peu plus important. Et quand on monte à 2000 Hz, on a encore un gap, on est encore un peu plus important. Mais là, quand on arrive à 2000 Hz, on a des problèmes de raideur et on verra ça plus tard. Voilà. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que tous les participants de ces essais croisés avaient des compétences au meilleur niveau, avec un matériel au meilleur niveau. Donc, ce que je vous ai dit, c'est pour améliorer les dispersions, on a supprimé le test avec les plots de découplage et avec la conduite souple. Et donc, malgré ces précautions, on voit quand même qu'on a une variation qui est assez importante sur les harmoniques. Donc, là, on a alerté les constructeurs. Donc, PSA Aeronaut faisait partie de Tesa. Et donc, on leur a dit, attention, les cahiers des charges sous forme de gabarit par DDL, c'est-à-dire, on dit, en fonction de la fréquence, je veux que mon effort ne soit pas supérieur à un certain niveau.
c'est très dangereux parce que, en fait, on ne regarde que ce qui émerge. Et qu'est-ce qui émerge? C'est les harmoniques. Et on a montré que les harmoniques ne sont pas très répétables au niveau de la mesure et sont assez dispersifs d'un laboratoire à l'autre. Excusez-moi. Donc, la préconisation, c'est plutôt d'utiliser un critère comme ce qu'on a fait, c'est-à-dire de moyenner les DDL, de moyenner des zones de fréquence, travailler en RMS, ce qui permet quand même d'améliorer la dispersion. Et donc, il y a également, donc, ce qu'il faut voir, c'est que là, les participants étaient quand même habitués à ce type de mesure d'effort. Et donc, il faut bien avoir en tête que ces mesures-là nécessitent quand même un savoir-faire et il y a une nécessité de formation, une montée en compétences si jamais on va déployer cette méthode d'essai dans les différents laboratoires des fournisseurs. Alors maintenant, je vais vous parler d'une norme. Alors cette norme, elle a été développée au sein d'IACV, qui était également un projet collaboratif, et qui ensuite continue d'être développée lors du projet TESA. Donc c'est la norme 19701. Donc cette norme, elle permet de corriger les efforts qu'on va mesurer sur un banc d'essai. Donc vous avez compris que pour mesurer des efforts, on appelle ça des mesures d'efforts bloquées. Et on dit bloquées pourquoi? Parce que l'interface doit être infiniment rigide par rapport aux composants que l'on teste. Le problème, c'est que quand on travaille sur un moteur électrique, on a besoin de monter haut en fréquence, en particulier sur les moteurs électriques de propulsion, sur les nouveaux véhicules électriques. Certains constructeurs ont montré que la partie solidienne pouvait monter jusqu'à 2 kg, 2,5 kg, 3 kHz, ce qui est très important. Et il est absolument impossible d'avoir un banc d'essai moteur capable de monter jusqu'à 3 kHz, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de mode en dessous de 3 kHz. Il faudrait vraiment un banc extrêmement rigide, et je pense que c'est même pas possible. Donc il y a cette norme qui existe et qui permet de corriger les efforts qu'on mesure. Alors comment ça fonctionne? Donc on a l'effort qui est mesuré sur le banc d'essai, donc c'est le terme FBE-MES, donc pour banc d'essai mesuré. Ensuite, vous avez les matrices d'inertance du banc d'essai, YBE. Vous avez les matrices d'inertance composant actif, YCA. Et vous avez l'inertance du véhicule, YV, véhicule. Et donc, on fait ce calcul matriciel en multipliant par l'effort mesuré sur le banc d'essai et on obtient l'effort qu'on aura sur le véhicule. Alors ça a un double intérêt, cette norme-là. C'est que d'une part, on prend en compte la souplesse du banc et d'autre part, on prend en compte le couplage entre le véhicule et le composant actif. Donc là, déjà, grâce à cette formule-là, on est capable de prédire l'effort en prenant en compte le couplage. Donc c'est déjà un premier step par rapport aux problématiques qu'on a vues en introduction. Alors maintenant, je vais vous présenter la méthodologie. Donc l'idée, en fait, c'est d'intercaler une interface, donc c'est l'interface que vous voyez ici, qui se situe entre le moteur et la structure. Et cette interface-là, l'intérêt, c'est de la calculer, c'est-à-dire qu'on va être capable de la numériser. Et tous les autres éléments de la chaîne, qui sont le moteur, le véhicule et tout le transfert vibroacoustique jusqu'à l'écoute, va être mesuré. Donc l'intérêt de ça, c'est d'avoir en fait un modèle numérique qui est de petite taille et d'être capable d'itérer assez rapidement sur ce modèle numérique. Donc en fait, on se base sur la norme que je vous ai présentée tout à l'heure, et dans les équations qu'on a vues, on vient intercaler la partie interface qui va être calculée. Ensuite, pour prendre en compte les moments, parce qu'on va voir par la suite que les moments sont quand même importants, on va utiliser le torseur équivalent qui était présenté précédemment et qui a été développé au sein de TESA. Et donc l'objectif, bien sûr, c'est d'être capable d'itérer sur la source et d'obtenir de ces itérations le niveau au point d'écoute. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la source, il faut être capable de mesurer la source sur banc, il faut avoir un véhicule cible, ou alors éventuellement des calculs réalisés sur un modèle numérique du véhicule qui est en cours de développement. Alors quels sont les intérêts? Premièrement, ça permet à l'équipementier de prendre en compte le couplage entre la structure et la source. Et ça, on a vu que c'est fondamental,
parce qu'on peut avoir une source qui va être bonne sur un véhicule et qui n'est pas bonne sur l'autre à cause de la raideur d'accueil. Ça permet également d'itérer sur les plots de découplage, c'est-à-dire qu'on est capable de modéliser le plot de découplage et donc d'itérer sur le plot de découplage. Ensuite, ça permet de réaliser des itérations de calcul sur tout ce qui va être la liaison entre la structure et la source. Ça permet de caractériser en haute fréquence parce qu'on va corriger le banc et donc on est capable de monter jusqu'à 2 kg, 3 kHz en corrigeant le banc. Ça permet de caractériser le moteur et pas l'ensemble de la source. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un réservoir avec une pompe dans le réservoir, vous pouvez caractériser la pompe seule et le réservoir et modéliser le réservoir. Ça permet de s'affranchir des problèmes de mesure qu'on a vus précédemment. Et aussi, ça permet à un carrossier d'adapter un nouveau GMP. Donc là, on pense par exemple à un carrossier qui va acheter un véhicule thermique, qui va enlever le moteur thermique et le remplacer par un moteur électrique en designant des interfaces entre le moteur électrique et puis la structure. Donc là, de la même façon, cette partie fixation du moteur peut être modélisée et peut être optimisée. Voilà, donc on a deux cas possibles. Donc on mesure la source, ça c'est un impératif. Les plots, soit on va utiliser les données du fabricant, soit on va les mesurer. Donc là, pour les mesurer, c'est quand même assez compliqué de mesurer des plots. Et en ce moment, on travaille sur une méthodologie qui permet de modéliser, de mesurer correctement les plots jusqu'en haute fréquence en fonction de la précharge. Ou alors, on peut les calculer également en mettant des modèles de ressort linéaire. L'interface, on va la calculer. Et la structure d'accueil, on va la mesurer ou on va récupérer un modèle numérique du constructeur. Alors, donc ce que je vous avais dit, c'est qu'on va intercaler l'interface entre le moteur et la source. Donc pour ça, par rapport à la norme qu'on a vue tout à l'heure, on est obligé d'intégrer le comportement vibratoire à l'interface, donc qui est composé d'une matrice de l'interface, entrée-entrée, entrée-sortie et sortie-sortie. Alors, qu'est-ce que c'est l'entrée, qu'est-ce que c'est la sortie? L'entrée, c'est la zone où on va fixer le moteur, et la sortie, c'est la zone où on va connecter la structure, l'interface sur la structure d'accueil, qui est le véhicule. Donc ensuite, on va avoir le comportement vibratoire du composant actif et de l'effort qui va être mesuré sur banc, ça nous donne l'accélération. On va avoir l'inertance du composant passif, donc le véhicule, et l'effort, donc c'est ce qu'on cherche, hein, c'est l'effort qu'on va avoir au niveau du véhicule. Ça va nous donner l'accélération au niveau du composant passif à l'interface. On recompose tout ça et on obtient donc une équation qui permet d'avoir l'effort au niveau du composant passif, donc au niveau de la structure, en fonction de plein de termes qui sont soit calculés, soit mesurés. Ensuite, on prend en compte le banc d'essai et la souple du banc d'essai. Donc pour cela, on intègre dans l'équation l'inertance du composant actif, l'effort du composant actif, les inertances du banc d'essai, les raideurs des plots et l'effort sur le banc d'essai qui est mesuré. On intègre ça dans les équations et donc là, on obtient l'effort au niveau du véhicule et qui dépend des termes qui permettent donc d'itérer sur l'interface. Donc l'interface, vous allez la retrouver sur ce terme-là, sur le terme YEE, YSS et YES. Et YSE qui est donc l'inverse de la matrice YES. Les autres termes vont être mesurés. On a validé cette méthodologie-là sur un cas numérique. Donc, on a pris donc, ce ventilateur qui est connecté à une structure. Donc, vous avez le disque rouge qui correspond en fait à la structure d'accueil, la partie verte qui est donc l'interface entre la source et la structure, et vous avez en violet les plots de découplage. Donc, on a modélisé ça. On a modélisé le banc d'essai, supposons donc qu'on a un banc d'essai bloqué, et on a calculé donc les inertances qu'on pourrait mesurer avec des frappes marteau. Donc ici, vous avez la courbe, vous voyez que vous avez un mode
assez haut en fréquence, c'est inévitable, forcément, vous avez un banc d'essai, il peut y avoir des modes. Donc, on a bien pris un mode, et pour voir la correction qu'on va avoir grâce à la méthode. Ensuite, on a mesuré les efforts générés par la source sur le banc d'essai. Donc là, on a mis un vecteur effort au centre de la source, donc avec un niveau équivalent sur toute la gamme de fréquences, hein, pour pas compliquer. Et donc là, vous avez les courbes des efforts mesurées aux interfaces. Exactement la même chose qu'on aurait avec des capteurs d'effort. Ensuite, on a caractérisé la structure d'accueil. Donc, on a calculé la matrice d'inertance, chose qu'on peut avoir avec des frappes marteau. Donc là, vous avez les inertances en X, en Y et en Z au niveau des points de fixation. Ensuite, on a calculé la raideur du plot de découplage. Donc ça peut être soit mesuré, soit c'est des données fournisseurs. Donc là, vous avez les différentes courbes de raideur des plots de découplage. Ensuite, on a calculé les inertances de l'interface et on a recomposé. Donc là, cette fois-ci, on compare le calcul direct, c'est-à-dire on calcule directement l'effort injecté dans la structure à partir de l'effort qui est généré par la source. Et ensuite, on a la recomposition. Donc, on peut voir qu'il y a quelques écarts, en fait, qui sont liés au fait qu'on ne prend pas en compte les moments au niveau des interfaces. On a également fait ce calcul-là en prenant en compte les moments, et en prenant en compte les moments, on a exactement la même valeur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'approximation. Ce sont des calculs analytiques qui n'intègrent pas de perturbation au niveau du résultat. Donc voilà, donc on a développé une méthodologie, on l'a validée sur un calcul numérique. Ça permet, donc vous l'avez bien compris, de modéliser la partie interface qui se situe entre la structure de l'accueil, le véhicule, et la source, le moteur. Donc c'est une étude pour le moment qui est complètement menée sur un modèle numérique. Donc on va vous montrer après, parce qu'on l'a appliqué sur le cas du siège. Ça permet d'itérer sur les designs. La prise en compte des moments est important, et en particulier lorsqu'on a des liaisons qui sont non découplées, qu'on a une liaison rigide, les moments sont très importants, et donc dans ces cas-là, il faut les prendre en compte. Et donc à ce stade-là, les perspectives, c'est donc de faire un test sur un cas réel et d'appliquer les moments. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc on a appliqué ça à un siège motorisé. Donc là, vous avez donc l'actionneur à gauche. Donc j'ai été obligé de le cacher parce que c'est une pièce qui est confidentielle. Vous avez le moteur sur la droite qu'on est en train de mesurer, et donc c'est une application sur un siège business class. Donc c'est les moteurs qui servent à activer la cinématique des sièges. Donc on a décomposé de la façon suivante. Donc le moteur électrique, c'est la source. L'actionneur, ça va être l'interface, et le siège, c'est la structure d'accueil. Donc le moteur est fixé en rigide sur l'actionneur. Donc là, vous voyez bien la position du moteur. L'intégralité de la vibration va plutôt se transmettre avec un moment. Donc dans ce cas-là, il est très important de prendre en compte les moments, et si on prend en compte que les translations, la méthode ne peut pas marcher. Donc là, dans ce cas-là, on a pris en compte les moments. Alors comment on a fait? On a utilisé le torseur équivalent. Donc là, sur la droite, vous voyez le moteur monté sur le banc. Et donc, vous avez un disque, et entre l'équerre et le disque, vous avez des capteurs d'effort qui sont répartis de manière stratégique pour être capable de remonter à un torseur équivalent au centre de la source. Donc là, vous avez un exemple du moment suivant X qui a été mesuré. Ensuite, on a caractérisé le banc. Donc là, pour vous donner un exemple, vous avez la matrice en prenant en compte les moments et les accélérations angulaires de la correction du banc. Donc vous voyez que vous avez les efforts Fx, Fy, Fz, ensuite les moments Mx, My, Mz. Ensuite, vous avez les accélérations suivant X, Y, Z et les accélérations angulaires suivant X, Y et Z. Et il faut être capable de remplir toutes les cases de la matrice. Et donc ça, on a été capable de le faire en projetant
les mesures en translation au centre de la source. De même, côté moteur, donc côté composant actif, on doit être capable de fournir cette matrice suivant ces différentes grandeurs. Donc là, on ne pouvait pas le mesurer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré les translations avec un marteau d'impact et un accéléromètre. On a fait une corrélation calculée C du modèle, et ensuite on a calculé ces différentes grandeurs. On a recomposé, on a vérifié que ça fonctionnait bien. Donc pour ça, on a fait des vérifications que je ne peux pas vous montrer, mais on a mesuré qu'on recomposait correctement l'ensemble de ces différentes matrices. Et on a joué sur le design de l'actionneur et on a regardé l'impact qu'il y avait au niveau de l'effort intégré dans le siège. Alors malheureusement, on n'avait pas de siège, donc on n'a pas pu corriger par rapport à la raideur du siège et par rapport au transfert vibroacoustique du siège vers l'écoute. Mais à partir du moment où on a l'effort bloqué à l'interface, c'est très facile de le corriger derrière et puis de vérifier et d'aller au bout de la méthodologie pour mesurer, pour calculer ce qu'on aurait eu au niveau de l'écoute. Et donc on voit qu'en jouant sur différents items, donc on a joué sur le découplage du moteur, en essayant d'assouplir un petit peu la liaison entre le moteur et l'actionneur. On a joué également sur le capotage qui était assez peu raide, et on voit qu'en jouant sur ces différents paramètres, on va avoir un gain sur les efforts, donc on va avoir un gain sur le niveau d'écoute. Donc voilà, donc je vous ai présenté où on en est aujourd'hui de cette méthodologie-là. Donc bon, je pense que ça a un intérêt sur le secteur automobile parce que ça permet de prendre en compte les couplages, ça permet d'itérer sur la structure et d'avoir une conception numérique de la source en prenant en compte les couplages éventuels avec la structure et la partie vibroacoustique de la problématique. Et donc aujourd'hui, nous, on est capable de travailler avec vous sur cette méthodologie-là et de l'appliquer sur un projet véhicule. Aujourd'hui, on est suffisamment mature pour le faire. Voilà. Si vous avez des questions, je peux vous pouvez me les soumettre et je vous répondrai. Merci beaucoup. On a fait une première question de Oussem qui demande comment on mesure les inertances de bancs d'essai et de véhicules. Alors, ça se mesure avec un marteau d'impact et avec un accéléromètre. Et donc, pour remonter au moment, donc ça c'est un peu notre savoir-faire, c'est-à-dire qu'on met une interface et on projette au centre de l'interface et on est capable de remonter à l'inertance en suivant les translations, mais également suivant les rotations. Merci de votre réponse. Vous avez parlé tout à l'heure de formation des constructeurs pour appliquer la méthodologie. Est-ce que vous avez une idée du temps de formation ou des prérequis nécessaires pour pouvoir adapter cette méthodologie? Ah oui, alors là, je parlais des mesures d'efforts bloqués. Donc là, c'est une formation qui s'adresse aux personnes qui ont des mesures d'efforts bloqués à réaliser, mais qui n'ont pas encore la compétence en interne. Donc ça, on peut les accompagner. On a les formations adéquates pour les former à utiliser des capteurs d'effort et à mesurer correctement les vibrations, enfin les efforts générés par les sources vibratoires. Donc là, en termes de temps, je pense qu'il faut compter à peu près 2 jours de formation en salle et puis 2 jours de formation avec un TP. Très bien. Vous avez dit que vous étiez mature pour pouvoir tester sur disons des véhicules en construction. Vous avez besoin donc de partenaires pour valider la méthode en situation d'essai. Idéalement, ça serait de travailler avec un constructeur et un équipementier sur une source en particulier. Et donc là, on pourrait appliquer cette méthode-là et simuler un projet pour voir comment ça pourrait fonctionner dans un cycle en V de développement d'un composant actif. Et oui, effectivement, là aujourd'hui, on l'a fait pour l'aéronautique, ça a bien fonctionné, et l'idéal serait de l'appliquer sur une source, sur un composant, et là, on est assez ouvert à discuter en fonction du composant et comment on peut adapter la méthodologie en fonction du composant.
Très bien. Du coup, ce serait vous le point de contact. Là, je m'adresse à nos participants s'ils souhaitent rentrer en contact avec vous pour pouvoir Oui, initier tout à fait. une collaboration. Oui. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous contactez et puis on montera une réunion où on vous montrera. Donc là, actuellement, on a des essais qui sont qui sont en cours sur des moteurs électriques. Donc, pour appliquer cette méthodologie-là sur des freins de parking. On pourrait faire une réunion ici à Saint-Étienne-du-Rouvray et puis montrer le banc, en quoi ça consiste, rentrer un peu plus dans le détail de la méthodologie et puis discuter du cas d'étude que vous avez. Très bien. Donc, j'ai remis vos coordonnées email pour que vous puissiez être contactés par les Oui. participants qui le souhaitent. J'invite nos participants à poser des questions dans le chat s'ils en ont. Moi, j'avais une question sur les principaux bénéfices que vous identifiez, vous. Est-ce qu'il s'agit d'accélérer le temps de développement, plutôt de réduire les bruits au final dans le véhicule? Quel est réduire les coûts? La finalité. Alors, la première chose, c'est pour éviter d'avoir le cas où, quand on a le premier prototype, où on monte la première fois le composant actif, avoir un bruit qui est anormal et donc des itérations pour résoudre le problème tardives dans le projet véhicule. Et ça, c'est vraiment problématique, ça coûte très cher. Donc déjà, la première chose, c'est que ça permet d'éviter ça. On va éviter, on va essayer de prendre en amont ces problématiques de couplage et de les régler avant d'arriver au premier prototype réel. Donc là, ça veut dire qu'on va être capable de faire ça lors de la conception numérique. La deuxième chose, c'est que vu qu'on prend en compte ces couplages, aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu un surdimensionnement pour éviter ces problèmes-là, et on pourrait envisager du gain masse, c'est-à-dire être capable de concevoir au plus juste en prenant en compte ces couplages. Voilà, donc l'intérêt est double, c'est éviter les problèmes tardifs, et deuxièmement, être capable d'optimiser un peu plus et de prendre en compte la partie vibroacoustique jusqu'au point d'écoute au moment de la conception des composants. Très bien, parfait. Donc, on a vu cette question dans le chat. La présentation va être disponible en PDF. On va la transmettre aux participants. Et puis, le webinaire également est enregistré, donc disponible en replay d'ici 24 heures, on va dire. On n'a pas d'autres questions dans le chat. Donc, je vous propose qu'on clôture le webinaire. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser d'ores et déjà. Peut-être, Youn, vous pouvez revenir dans l'interface pour la fin du webinaire. Oui. Voilà, donc merci. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots pour clôturer cette session. Juste indiquer à l'ensemble des participants que nous sommes là pour les accompagner sur leur projet de R&D, pour lever leur verrou de R&D. Et voilà, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Nous bénéficions du réseau Carnoto et du réseau Carnot, donc pour faire rayonner vos besoins et y répondre de manière la plus concrète possible. Parfait, merci beaucoup Youn. Merci à tous les participants d'être venus à ce webinaire. Vous allez voir les contacts, donc vous allez pouvoir reprendre contact avec les intervenants. Et puis, écoutez, je me reste à vous souhaiter une excellente journée. Et donc, un prochain webinaire Carnoto dont la date n'est pas encore fixée. Voilà, vous serez certainement informés de la tenue de ce prochain webinaire. Merci à tous et excellente journée. Merci.